Bonjour Monsieur Kapouya. Bonjour Monsieur Négus. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre émission qui se nomme Mémoire. Nous allons parler avec vous sur plusieurs sujets et le plus important c'est de rester naturel. Et voilà. Voilà, donc déjà premièrement je suis très honoré d'être votre invité et de voir aussi qu'il y a une jeunesse africaine, quinoise, qui est éveillée, qui essaie de changer les choses à sa manière. Voilà. Et est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Kapouya Tchouma, Patrick pour certains. Je suis congolais d'origine, donc RDC, je suis père de 4 enfants. Je vis à Tel Aviv en Israël et j'exerce le métier d'informaticien, donc la programmation et le cloud computing. Et dans mes temps libres, je suis aussi chercheur, donc en histoire africaine, histoire antique, et aussi particulièrement je m'intéresse à l'écriture hiéroglyphique de l'ancienne Égypte. Donc voilà. Ok, le voyage ça a été, le voyage? Plutôt bien, un peu stressant, mais ça va quand même. Décevant un tout petit peu à l'arrivée à cause de l'état du pays, mais le voyage s'est bien passé. Ouais. L'état du pays, c'est la vérité. Le pays, il est un peu à l'abandon. Voilà, il y a beaucoup de désordre surtout. Ben, j'espère que d'ici là, ça va s'arranger. Voilà. Okay, c'est quoi l'activité principale qui occupe vraiment votre temps? C'est le travail, vous travaillez là-bas ou Oh oui, l'activité principale, c'est vraiment l'informatique. Je suis vraiment dans les ordinateurs. Donc, je fais de la programmation comme passe-temps et aussi je donne des formations. Des bases de l'informatique à des adultes et de la programmation sur JavaScript, la programmation web pour les enfants, les jeunes enfants de 12 à 15 ans à peu près. Donc mon activité principale c'est vraiment les ordinateurs. Voilà. Ok. Et vous nous avez parlé tantôt de chercheur, donc de votre côté chercheur. Est-ce que vous êtes chercheur indépendant ou ça vous travaillez avec d'autres personnes? Je suis indépendant dans ce sens que je n'ai pas été formé dans une école particulière où je n'appartenais pas jusqu'à il y a quelques temps à une école particulière. Mais là, je suis chercheur affilié à l'INADEP, qui est donc le centre de recherche en égyptologie et l'histoire africaine qui est ici à Kinshasa. C'est un centre qui a été créé par Cheikh Anta Diop et le monseigneur Tchibangu Tchichikou qui dirige encore l'INADEP aujourd'hui. Donc je suis affilié à l'INADEP, mais dans sa branche Union européenne. Donc, okay. Voilà. Ouais. Mais apparemment l'INADEP en question n'est pas, je peux dire, n'est pas connu. Donc j'ai essayé un peu de me renseigner, mais vous voyez, la recherche n'est pas beaucoup prise en compte en Afrique et il n'y a pas de promotion non plus sur la jeunesse, particulièrement sur ce sujet-là, donc l'histoire antique de l'Afrique. Donc voilà, on a un peu ce côté-là que l'Afrique n'existait pas, il n'y a pas d'antiquité, l'Afrique n'existait pas avant l'arrivée des Européens au XIIIe, XIVe siècle. Donc du coup, les gens ont tendance à négliger tout ce qui a trait à la recherche dans ce sens-là. Donc voilà, l'INADEP a été gérée comme elle a été, on n'en entend pas parler, on ne sait pas s'il y a des publications et tout, sauf bien sûr ceux qui sont en Europe, comme le prof Bilolo, il y a le docteur Sylvain Kalamban-Sapo, qui aussi, eux, font leur travail, mais ils le font à partir d'Europe. Mais ici à Kinshasa, non. C'est un peu, voilà, comme au rythme du pays. Ok. C'est qui Cheikh Anta Diop pour vous? Cheikh Anta Diop, c'est un grand monsieur, déjà. C'est quelqu'un qui nous a donné, pas seulement inspiré pour faire la recherche, mais qui nous a quand même apporté une certaine fierté. Vous voyez,
aussi une confiance en soi. C'est-à-dire, il nous dit voilà, tout est là, allez-y, cherchez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et s'il faut affronter les autres chercheurs d'autres pays, donc voilà, allez-y, faites-le. L'intelligence est la même, que vous soyez noir ou blanc. Voilà, il faut s'imposer aussi, il faut imposer aussi notre vision du monde et notre vision des choses. Donc c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Voilà. Ok, et le professeur Bilolo, on aimerait savoir c'est qui pour vous? Le prof Bilolo, c'est un peu mon mentor aussi dans ce travail de recherche sur les hiéroglyphes. En fait, le prof Bilolo, je l'ai rencontré sur YouTube. Donc voilà, j'ai un peu fait ce parcours initiatique, si je peux dire. Je suis passé par le monde anglophone d'abord. Malcolm X, Martin Luther, Marcus Garvey. J'ai lu leurs ouvrages, j'ai parcouru beaucoup de Noirs américains, des vidéos et tout ça, avant de découvrir Cheikh Anta Diop. Okay? Ensuite, lorsque vous découvrez Cheikh Anta Diop, vous allez découvrir les autres grands africains qui gravitent autour de ce sujet, donc l'égyptologie. Il y a comme le prof Obenga, comme le prof Gomez. Et c'est là que je suis tombé sur une vidéo du professeur Bilolo, dans laquelle il disait que les hiéroglyphes sont en Chiluba. Okay? Donc c'est là qu'a commencé notre aventure. Donc voilà, j'ai cherché un tout petit peu. J'ai vu qu'il avait raison, je l'ai contacté, on s'est mis à échanger. Et ça fait bientôt presque 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc je fais des recherches, je lui soumets, il regarde, il vérifie, il valide, ou on discute, on débat sur la véracité de mes traductions. Okay? Ensuite, on travaille sur un projet de dictionnaire hiéroglyphe Chiluba. Ça fait plusieurs années, on a fait un grand travail. Il n'y a pas que lui, il y a le docteur Kalamba dont j'ai parlé tantôt. Il y a aussi d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe, comme Mukulumpa Betu. Voilà. Il y a aussi une autre personne qui vient de rejoindre l'équipe, Altesse Chaka Kayembe, qui nous a aussi rejoint. Donc voilà, c'est un peu dans ce petit monde-là que je suis avec le prof Bilolo. On aimerait savoir, il y a quel lien, parce que selon, en vous écoutant, vous défendez la thèse qui lie les hiéroglyphes, c'est ça, à notre langue nationale de Chiluba. Okay. Mais déjà, je vais expliquer un peu comment est-ce que nous avons procédé pour arriver à cette conclusion. En fait, pour confirmer cette conclusion du prof Bilolo, on a procédé simplement par élimination. Donc, on a cherché des mots-clés dans une langue. Par exemple, si vous cherchez dans les langues sémitiques, par exemple l'hébreu, l'arabe, pour dire être humain, ils disent par exemple Adam ou Bin Adam, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc on a cherché en égyptien comment ils disent être humain. Donc on a vu qu'ils disaient Muntu. Okay? À partir de là, on peut éliminer toutes les langues africaines qui n'utilisent pas ce vocable-là pour décrire l'être humain. Voyez? Et ensuite, nous avons regardé les préfixes et les suffixes des langues. Donc il y a des langues qui insistent par exemple sur les ki ou le chi, okay? Au début, où il y en a comme les tétés là, ils disent le o. Okay? Les Mongos, ils ont aussi les i des fois. Okay? On a procédé de cette manière-là. On a trouvé que voilà, c'était une langue qui utilisait le préfixe chi. Donc on a éliminé les autres langues et on est resté avec les langues bantou de la région des Grands Lacs et du sud-est de la RDC. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus simple parce qu'on avait un éventail assez réduit. Donc on pouvait chercher des mots comme des mots usuels de tous les jours. Des mots usuels, des objets de tous les jours, des mots qui ont trait à la tradition et aux coutumes. Donc à partir de là, on a pu confirmer que effectivement c'est une langue, d'abord c'est une langue bantou, c'est une langue congolaise et c'est le Chiluba. Voilà.
Pourquoi pas le Kikongo, pourquoi pas le Bambara, pourquoi pas les Soninké, pourquoi pas tous ces langues-là et ces mots Tsholuba? Déjà, comme je l'ai dit, les préfixes et les suffixes nous montrent que c'est une langue bantoue orientale, la région des Grands Lacs, et du sud-est, la RDC. Donc on pouvait dire que c'est comme des langues zambiennes ou du Malawi, de Tanzanie, les Kinyarwanda par exemple. Mais on trouve des mots et des pratiques telles que Tshibao par exemple. Donc on sait le Tshibao, d'où ça vient. On sait que cette coutume-là est pratiquée principalement chez les Luba du Kasaï. Okay? Donc à partir de là, on n'a pas de doute. Voilà. Ah, mais c'est chaud, hein? Mais pourquoi pas les c'est pas les Kikongo, c'est seulement le Tsholuba? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça va au-delà de la langue parce que l'écriture elle-même est cryptée et codée en Tsholuba. Ça veut dire que les hiéroglyphes, c'est une écriture qui n'est pas alphabétique, qui est essentiellement phonétique. Ça veut dire que pour avoir un son donné, il faut trouver un objet qui a dans sa structure ce son-là. Par exemple, si je veux écrire le mot table, en français, table par exemple, je vais chercher un objet qui a un T dans sa structure, le son ta, ok? Et c'est vraiment de cette manière-là que les anciens ont procédé pour créer les hiéroglyphes. Donc, pour écrire, par exemple, bébé, ils vont prendre 2 jambes, ok, Tibelu, ok, ils vont prendre le B de Tibelu, le dupliquer et écrire le mot bébé, par exemple. Vous voyez? Donc, on voit très bien que je ne sais pas comment on dit la jambe en Bambara ou en Wolof ou en Kikongo, mais on voit directement que le B du Tsholuba de Tshibelu, c'est ça qui donne le son B en hiéroglyphe. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres signes, qui est les feuilles, les arbres, les animaux, il y a tout est là. Voilà. Ok, vu qu'on parle de hiéroglyphes, on va poser aussi la question sur l'Égypte. On aimerait savoir, selon vos recherches, c'était quoi le nom de la partie qu'on peut appeler l'Égypte d'aujourd'hui? Et on aimerait savoir le nom et peut-être l'étendue, comment c'était divisé ou comment c'était structuré. L'Égypte, le nom de l'Égypte, c'est un sujet qui reste assez controversé parce que je ne sais pas trop comment est-ce qu'eux-mêmes ils appelaient leur pays. Vous savez, dans la tradition africaine, par exemple, si on regarde les Bakongo, ils disent Ntsikongo. Mais Ntsikongo, ça peut être le pays, ça peut être le monde aussi, plus ou moins. Leur monde à eux, ok? Et l'Égypte, on pense que ça s'appelait Tshikama. Parce que lorsqu'on regarde l'écriture de ce nom-là, il est des fois écrit pour indiquer une patte d'un animal, la patte d'un animal. Donc la patte d'un animal, c'est Dikama, ok? La patte. Exactement, c'est le même mot qui est utilisé pour écrire le nom de l'Égypte. Donc on estime que l'Égypte s'appelait Tshikama. Voilà. Et c'était un pays qui fonctionnait avec un modèle plutôt fédéraliste. Il y avait le Mulopwe, le pharaon, qu'on appelle le pharaon, qui dirigeait dans la capitale et il subdivisait le pouvoir en petites entités qui étaient gérées par des petits chefs. Voilà. À part ça, nous avons retrouvé aussi la structure de la société Luba actuelle, c'est-à-dire il y a les Bilolo, il y a les Ntita, il y a les Mwadianvita, il y a les Tshikala, il y a tous ces mots existaient, tous ces titres de noblesse existaient déjà dans l'ancienne Égypte. Donc on peut en déduire que la structure était identique à ce qu'elle était dans le Kasaï Katanga ou lorsqu'il y a eu l'autre empire avant l'arrivée des colons. Voilà. Ok, on aimerait aussi savoir, on aimerait quand même poser une question sur, essayer quand même de comprendre, parce qu'on dit que
on dit que pour les Européens, c'est quand même aujourd'hui prouvé que, parce que eux, et tous, ils disent quand même que l'Égypte, la partie Égypte, c'est considéré aujourd'hui comme, la partie qui a apporté la civilisation dans le monde, du côté scientifique, du côté philosophique, théologique, tout ça. Mais moi, je me pose une question. Ça nous sert à quoi aujourd'hui de lire les hiéroglyphes? Est-ce que c'est important? Ça nous sert réellement à quoi aujourd'hui? Déjà, je veux dire, si ça ne servait à rien, les Occidentaux, les Blancs, ils allaient dire carrément que voilà, les Égyptiens étaient des Noirs, voilà, ça fait rien, on passe. Si déjà eux n'arrivent pas à dire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qu'il y a derrière. Okay? Le but, ce n'est pas nécessairement de lire les hiéroglyphes, le but, c'est de nous redonner une certaine fierté, une certaine confiance en nous-mêmes, qu'on puisse savoir que nous avons fait des choses et nous sommes capables de les refaire. Parce que ceux qui ont accompli tout ce qu'il y avait dans l'ancienne Égypte, ce n'étaient pas des surhommes, ce n'étaient pas des gens qui avaient des diplômes de la Sorbonne ou de Harvard. C'était des Africains qui nés en Afrique, qui ont grandi en Afrique, qui ont étudié simplement notre environnement et avec les connaissances qu'ils ont acquis, ils ont pu développer une civilisation. Donc, c'est vraiment dans le cadre de nous redonner une fierté qui va booster un peu notre ego, quoi. Voilà. Donc même pour ceux-là qui disent que vous êtes en train de glorifier le mort et vous à présent vous ne faites rien, vous allez leur répondre quoi? Je leur dis qu'ils glorifient Jésus, il est mort aussi. Oui, c'est la même chose, hein. Jésus est mort et enterré, voilà. Il le prie tous les jours. C'est vraiment pas, le problème ne se situe pas vraiment à ce niveau-là. C'est un problème, si je peux dire, psychologique. Ok, voilà, nous fortifier, nous armer pour pouvoir affronter les défis à venir. Ok, et nous allons passer, pour ceux-là qui disent que, j'avais entendu quelque part que les hiéroglyphes, c'est des gens qui racontaient que voilà, les hiéroglyphes, c'est l'invention des Romains. Ils ont inventé ça pour essayer de distraire les Africains. Et il y a aussi le professeur, comment il s'appelle? Celui-là qui te bloque très souvent là. Pougala, voilà, le professeur Pougala, qui d'un fois une thèse, il dit que, le professeur Pougala dit que voilà, l'égyptologie en Afrique c'est une distraction, c'est quelque chose qui a été financé pour essayer de distraire ou soit c'est quoi le terme qu'il utilise très souvent? C'est quelque chose qui a été mis en place par de Blancs pour essayer de distraire les Africains. Déjà dire que les hiéroglyphes sont une invention romaine, c'est pas sérieux. Il n'y a pas d'écrit hiéroglyphique à Rome, par exemple. Voilà, si c'est une écriture romaine, on devait en voir d'abord à Rome avant de les voir en Égypte. Et puis les hiéroglyphes ne s'arrêtent pas qu'en Égypte, ça descend jusqu'au Soudan. Donc voilà, au Soudan, il ne peut pas dire que c'est les Romains qui sont allés écrire aussi là-bas. Vous voyez? C'est parce qu'il paraît qu'à cette époque-là, il y avait quand même l'époque où les Romains ont conquis aussi. Ils ont essayé. Les Romains, ils sont venus en Égypte en l'an 33, si je ne me trompe pas, avant Jésus. Mais à l'époque, l'Égypte était déjà morte, elle n'existait même plus. Donc les Romains, ils ont trouvé tout ce qu'il y a déjà, les pyramides, les hiéroglyphes et tout ça. Donc voilà. Les Romains, c'est une civilisation presque de notre temps. Donc on peut vraiment pas dire qu'ils ont pu faire quelque chose dans l'Antiquité. Non, non, pas du tout. Ils n'étaient même pas là. Même quand les Grecs ont essayé de régner un peu sur la Méditerranée, Rome n'existait pas. Vous voyez? Les Romains, c'est des gens très très récents. C'est les Européens actuels presque. Voilà. Également, après la chute de l'Égypte, quelles sont les routes? De manière générale, bien sûr, on ne dit pas de... Voilà. De manière générale, quelles sont les routes qui ont servi aux habitants de Chikama de rejoindre l'Afrique centrale?
Mais aujourd'hui... ou d'émigrer vers l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on pense qu'ils ont suivi simplement le Nil, donc à travers le Soudan et ensuite l'Ouganda et la Tanzanie pour les Luba et ensuite le Katanga. Il y en a qui pensent aussi qu'ils ont suivi la route du cuivre, parce que le cuivre, c'est la monnaie africaine. Les autres pays dans le monde ont utilisé l'or et l'argent, mais la monnaie par excellence d'échange dans le monde bantou, ça a toujours été le cuivre depuis des milliers d'années. Donc on pense aussi que les anciens Égyptiens, ils savaient qu'il y avait des gros dépôts de cuivre au Katanga et ils s'y sont installés. Donc c'est un peu comme ils sont devenus propriétaires de la banque du monde bantou, dans ce sens-là. Donc les Égyptiens ont suivi la route Est pour arriver au Congo, et les Congos qui habitaient le Soudan, donc le sud de l'Égypte, ils ont suivi la route Ouest à travers le Cameroun et ensuite le Gabon en longeant l'océan Atlantique jusqu'en Angola, Congo et voilà. Donc jusque-là, ce sont les deux routes que nous pensons ont été suivis par les anciens Égyptiens et ce qu'on appelle les Nubiens, entre guillemets. Ah, ok. Et parce que le Nubien était, on parle de la basse et de... La Haute-Égypte et la Basse-Égypte étaient habitées par, je peux dire, par les Luba, et les Congos ont habité le Soudan. Donc on a pu retrouver quand même certains indices qui laissent penser qu'effectivement cette partie-là était habitée par les Congos. Ouais. Pourquoi seulement le Luba? Mais parce que, écoutez, on peut dire aujourd'hui, voilà, l'Égypte c'était un pays avec plusieurs tribus, c'était avec un système de castes, telle tribu avait tel rôle, telle tribu avait tel rôle. Mais les textes ne sont pas écrits en deux langues. Okay? La langue des textes, c'est une seule langue, c'est le Chiluba. Voilà. On a la preuve que c'est bien le Chiluba, mais on n'a pas de preuve que les autres tribus habitaient aussi l'Égypte. Si quelqu'un a des preuves d'une autre langue, okay, des hiéroglyphes écrits dans une autre langue, on va toujours on va regarder. Mais jusque-là, on n'a encore rien trouvé. Les textes les plus anciens qui datent de 2700 avant Jésus, les textes religieux, la philosophie même de ces textes sont vraiment c'est du Chiluba pur, ok. Et où est-ce qu'on peut trouver vous nous avez parlé de, quand on parlait en off, on nous avait parlé de 10 000 mots. 10 000 mots. Et les travaux sont déjà publiés ou Non, pas encore. Nous travaillons actuellement sur un projet de dictionnaire hiéroglyphe Chiluba. Donc on en est à 10 000 mots. On a procédé d'abord par la traduction des caractères qui sont quand même assez difficiles à traduire ou à comprendre. Et ensuite, on va procéder aux mots simples, usuels. Donc on en est à un peu plus de 10 000 mots, plus ou moins 1200 pages de hiéroglyphes et d'explications et tout ça. Voilà. Donc vraiment, personnellement, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les hiéroglyphes sont écrits en Chiluba. On retrouve vraiment tout ce qui a trait à la tradition et aux coutumes Luba, aussi à notre cosmologie, okay, la création, comment je peux dire, le mythe. Le mythe de la création, les mesures, le temps, les heures, la journée, les noms de toutes ces choses sont en Chiluba. Les noms des heures, les noms comment dire. Parce que j'ai cru aussi entendre que voilà, il y a un Kolé. C'est lui qui est considéré comme l'ancêtre de Luba là-bas.
Donc on parle d'un collé, mais le professeur Biolo, j'avais suivi dans une vidéo qui essayait de démontrer un peu, une vidéo que l'on a trouvée sur YouTube bien sûr, qui essayait de démontrer un peu qu'un collé n'est que Horus. Exactement. L'histoire d'un collé, c'est l'histoire de Horus. Horus, c'est bien sûr la traduction gréco-romaine du nom collé. C'est exactement la même histoire. J'ai fait une petite publication sur Facebook là-dessus. Donc l'histoire d'un collé, l'histoire de Horus, l'histoire de Moïse l'hébreu, en fait c'est la même histoire. Okay? Voilà, ils disent, on dit par exemple chez nous, collé était a été pour fuir en fait les diables et les mauvais esprits. Okay. Tout comme Horus ou Moïse, on l'a caché dans les marécages et tout ça, mais c'est vraiment la même histoire. Okay. C'est collé, c'est Horus. C'est le faucon, c'est le même personnage en fait. Ouais. C'est la même mythologie. Ok, donc c'est celle qui, on peut dire que voilà, c'est ce qui rapproche l'Égypte antique au Luba. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment des faits. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, ils avaient une journée à 24 heures. Okay? Et chaque heure du jour ou de la nuit a un nom spécifique. Okay? Il y a d'abord une divinité qui est un esprit qui est gardien de cette heure-là, et l'heure a un nom qui est spécifique. Okay? Tous ces noms-là existent aujourd'hui au Kasaï, oriental comme occidental. Okay? Ce sont les mêmes noms que les anciens Égyptiens utilisaient. On a pu en traduire beaucoup, peut-être une vingtaine. Okay? Voilà, donc ce sont vraiment des faits. Ce n'est pas simplement une mythologie qui se ressemble, non. C'était quoi la thèse que Cheikh Anta Diop avait soutenue? Lui, il parlait de... Cheikh Anta Diop, il parle de parenté linguistique entre l'Égypte ancienne et le Wolof, par exemple. Voilà. Et les langues Congo-Niger, comme on les appelle. Mais il n'a pas dit que les Égyptiens, ce sont les Wolofs. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y a une parenté linguistique. Okay. Beaucoup de gens font un peu de confusion là-dessus. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des chercheurs comme... il y a des chercheurs comme notre doyen du Brazzaville, celui-là qui a travaillé ici, le prof Obenga. Et c'est lui quand même, il soutient sur votre thèse. Lui pense que c'est les Tchoulouba, les Gikong, mais même si... Parce que moi je trouve que quand une personne parle le Gikong et au moins une personne qui parle le Tchoulouba, il y a tellement de similitudes de mots que... On peut facilement se comprendre, ouais. Exactement. Et on aimerait quand même aussi savoir, après on parle de la chute bien sûr, quand on a migré, vous nous avez déjà expliqué comment on a migré. Et comment on peut expliquer cette diversité de cultures? Il y a tellement de cultures. On dit on peut dire l'Afrique est multiculturelle. Est-ce un avantage? Les langues bantoues, les nations bantoues ont une même base culturelle. On fait tous la même chose. On peut avoir quelques petites différences, mais lorsque vous allez du Nigeria en Afrique du Sud, c'est exactement les mêmes pratiques, les mêmes croyances. Okay? On peut les appeler différemment, on peut avoir quelques variantes, mais on a la même culture. Mais pour les langues, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs langues. Donc voilà, pour les gens qui font la linguistique, ils partent du principe que la source contient toujours plus d'éléments que l'aval, si je peux dire. Donc si l'Afrique est la source de l'humanité, c'est normal qu'il y ait plus de langues que partout ailleurs. C'est tout à fait normal. Et vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, cette multitude de cultures, de langues, fait partie aussi de freins? Pas du tout. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui a dit que l'Afrique a connu ses plus grands moments de gloire à l'époque
des royaumes africains. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est moderne, il est structurel. Okay? Nous avons adopté des trucs qui ne sont pas les nôtres et on essaye de les adapter, de les forcer sur nous-mêmes. C'est pour ça que ça ne marche pas. On a eu des empires, on a eu des royaumes lorsque on était entre nous. Vous voyez? Donc la diversité ne peut pas être un frein au développement parce qu'on a eu la diversité avant et on était beaucoup plus développé qu'aujourd'hui. Beaucoup pensent que le problème, c'est aussi nous. Le problème, c'est aussi nous. En termes de ce que nous faisons, est-ce que nous participons au développement, est-ce que. Mais non, selon vous, en fait. Est-ce que vous pensez que le problème, c'est nous? Et si le problème, c'est nous, et vous pensez qu'on doit commencer par où pour essayer de décanter la situation? Ben, le problème n'est pas que nous, en tant qu'individus, êtres humains. Le problème, il est principalement causé, moi je pense, par le déracinement, en fait. Nous vivons dans un monde, physiquement, nous appartenons à l'Afrique, mais intellectuellement, mentalement, spirituellement, on appartient à l'Europe. Un Africain chrétien, il préfère aller à Rome ou à Jérusalem. Il ne va pas dans son village pour glorifier Dieu. Un Africain musulman, il va à la Mecque, il va à Médine pour glorifier Allah. Donc, le monsieur, l'Afrique n'est pas sa préoccupation première. Okay? Sa propre existence, son propre développement n'est pas du tout au centre de sa vie spirituelle.